Il y a 40 ans, disparaissait Simone de Beauvoir et Simone de Beauvoir est entrée dans la Pléiade en 2018. Le deuxième sexe n'est publié que cette année dans cette collection célèbre. Je l'ai sous les yeux avec toute une série de textes et c'est particulièrement intéressant à lire. C'est aussi merveilleusement bien écrit. Pour en parler, Geneviève Fraisse, bonjour. Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Votre dernier livre s'intitule L'égalité sans retour, c'est aux éditions du CNRS, mais je dois dire que vous avez également publié Le privilège de Simone de Beauvoir, qui existe désormais en poche. Et puis Anne-Cécile Maillefer, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes, vous publiez La panique démographique, une réponse féministe, c'est aux éditions des Petits Matins. Vous êtes aussi co-commissaire d'exposition au MUSEM pour l'exposition Bonne Mère jusqu'au 31 août, ce qui permet évidemment de faire le lien avec Simone de Beauvoir. Alors voilà, Simone de Beauvoir donne des propos, des textes qui sont particulièrement intéressants à lire. Je vous donne un exemple. Devant l'homme, la femme est toujours en représentation. Elle ment en feignant de s'accepter comme l'autre inessentiel. Elle ment en dressant devant lui à travers mimiques, toilettes, paroles concertées, un personnage imaginaire. Cette comédie réclame une constante tension près de son mari, près de son amant. Toute femme pense plus ou moins « je ne suis pas moi-même ». Un commentaire sur ce Il est de passage. quelle date ce texte? C'est situation 7. Donc c'est un texte, C'est un texte assez ancien. C'est un texte de l'après-guerre. Oui. Ce que vous l'avez présenté, elle a un style, c'est une écriture. Merveilleux. Et ce qu'il y a dans son écriture de totalement toujours étonnant, c'est le nombre de références qu'on y trouve. Quand on revient sur les phrases, on entend certaines de ses lectures. C'est ça que je trouve toujours, c'est son écriture que je trouve effectivement étonnante. Je ne commande pas le contenu là. Non, mais alors, Mais je commande la forme. ce contenu, il est particulièrement intéressant parce qu'elle évoque finalement une condition hétéronome de la femme. Donc, l'hétéronomie, c'est la loi qui vient du dehors. Et Kant considère que la modernité, c'est l'autonomie, donc la fin de l'hétéronomie. Et finalement, Simone de Beauvoir, dans tout ce passage de situation 7, explique, bon, la femme, malgré la modernité, est dans une situation de contrainte extérieure. Elle n'est pas elle-même. Mais ce qu'il faut noter dans ce cas, c'est le regard qu'elle peut porter là-dessus. C'est-à-dire, elle appartient à cette génération qui a eu le droit, enfin, d'aller aussi loin dans l'acquisition du savoir et donc du pouvoir éventuel depuis des siècles. Donc elle est surtout d'abord, elle, en position de ce que j'ai appelé son privilège, c'est-à-dire c'est un mot qu'elle emploie, elle, pas moi, hein, ce mot vient d'elle, c'est-à-dire elle se met dans cette position de pouvoir voir ça. C'est ça que moi j'entends. De pouvoir voir Anne-Cécile Maillefer. et de pouvoir le dire aussi. Alors à la fois de pouvoir dire là dans cet extrait l'un de ses apports théoriques, l'un et l'autre. Donc l'homme, le masculin est l'un et la femme est l'autre. Donc l'un l'universel et puis la femme est l'autre. Et puis aussi ce qu'on entend dans ce texte, c'est quelque part ce qu'elle va dire aussi à d'autres endroits de cette en quelque sorte, un peu de cette complicité des femmes à leur propre aliénation, c'est-à-dire, mais elle le dit, donc en fait, elle permet aussi de lever le voile là-dessus, et donc elle permet quand même aussi à toutes les femmes de pouvoir un jour s'en libérer. Ah oui, alors Oui, mais ça du coup- c'est merveilleux parce que alors elle dit par exemple la femme s'habille pour exciter la jalousie des autres femmes. Cette jalousie est en effet un signe éclatant de réussite, mais elle n'est pas seule visée à travers les suffrages envieux ou admiratifs. La femme cherche une affirmation absolue de la vérité, de la beauté. C'est ça, Anne-Cécile Maillefer, c'est vraiment, elle décrit ça comme une forme de servitude consentie, de servitude volontaire. Oui, alors du coup, aujourd'hui, on voit les choses évidemment tout à fait autrement. C'est-à-dire qu'on va comprendre beaucoup plus peut-être à quel point les choix sont contraints. Enfin, elle aussi, elle parle de liberté située, donc elle en parle aussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on va parler bien différemment parce que dans ces écrits-là, ça peut être assez violent aussi de recevoir ça comme ça pour les femmes. Oui, mais Geneviève Fraisse. précisément, c'est ce qui se passe pour elle entre les années d'après-guerre et les années d'après 70. C'est-à-dire qu'elle va plus se mettre dans cette position de dire les femmes, puisqu'elle va dire même dans le dialogue avec Alice Schwarzer, qui est un livre d'entretien qu'elle fait avec une grande journaliste allemande, maintenant, il faut dire nous.
C'est-à-dire c'est ce qui va faire qu'elle ne va plus, qu'elle va regretter d'avoir dit du mal de l'histoire du féminisme, parce qu'elle dit du mal de l'histoire du féminisme dans le deuxième sexe, faut quand même ne jamais l'oublier. Moi, c'est ça que j'ai pris dans la figure quand je commençais à faire de l'histoire du féminisme, de la pensée féministe. Mais donc, elle est restée dans cette position du je parle des autres, et en même temps, de savoir comment les autres, ça devient un nous. Et ce passage qu'elle fait, elle le fait avec énormément d'honnêteté au début des années 70. Mais son changement, c'est un changement de regard qui ne dit. Elle se rend compte qu'il y a un nous subversif. Quel rôle a eu Simone de Beauvoir dans votre militantisme, Anne-Cécile Maillefer? Alors c'est assez étonnant en fait. Simone de Beauvoir, je pense que c'est peut-être la première et la seule un peu grande penseuse féministe que tout le monde connaît. C'est-à-dire que j'imagine, si on fait un sondage demain, une penseuse féministe, je pense qu'on va dire Simone de Beauvoir. On connaît globalement un peu les apports qu'elle a pu apporter, la manière dont elle a pu mettre à jour justement le sexe et le genre, montrer la construction, donner aussi la perspective de l'émancipation. Mais ensuite, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que dans le militantisme, Simone de Beauvoir, c'est vraiment... c'est tellement évident qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette évidence que les penseuses féministes par la suite n'ont eu de cesse de réinventer constamment, d'approfondir, d'élargir, de nourrir. Et pour nous, les militantes féministes, elle est tellement évidente en fait que finalement, elle est même plus vraiment... elle est plus débattue. Après, il y a des zones d'ombre, on en parlera peut-être après, mais en tout cas, sur le fond, il y a très peu de choses quand même qui sont rejetées en bloc. On pense avec elle, on pense un peu différemment. Parfois, on peut y voir des controverses, mais en tout cas, elle est tellement là, tellement présente qu'elle est... elle est beaucoup moins citée, en fait, je pense, et particulièrement en France, que d'autres féministes américaines. Par exemple. Oui, mais c'est aussi, Geneviève Fraisse. c'est aussi une position qu'elle a choisie. Parce que si je me rappelle la décennie 70, puisque j'y ai participé, ou j'y ai vécu, elle n'avait pas la position de la théoricienne ou de l'écrivaine qui voulait qu'on la lise. Elle a eu une position de présence. C'est-à-dire d'être effectivement une figure dans l'histoire, bien qu'il faut se souvenir que même si elle se réfère à l'histoire, quand elle met en exergue Poulain de la Barre, philosophe du XVIIe siècle favorable à l'égalité des sexes, enfin qui a écrit un livre célèbre, elle le met en exergue avec une citation. C'est comme ça qu'elle commence quand même le deuxième sexe. Mais elle n'a pas eu une position de celle qui disait des choses théoriques. Elle a eu une position de figure et de présence et d'écoute. Donc elle a elle-même choisi aussi de ne pas être nécessairement vue comme une autrice, mais comme ce qu'était aussi l'existentialisme de manière générale. Et alors, parmi nos nombreuses conversations, Anne-Cécile Maillefer, une fois, vous m'aviez évoqué la manière dont vous regardiez à nouveau frais les films anciens. Beauvoir fait ça avec la littérature. J'ignorais ses textes. Alors, elle relit Tolstoï, par exemple, Chardon, donc un écrivain collaborationniste. Alors, elle dit, par exemple, alors elle relit aussi évidemment les écrivains femmes. Elle dit: quantité d'écrivains féminins ont parlé avec amour du linge frais repassé, de l'éclat bleuté de l'eau savonneuse, des draps blancs, du cuivre miroitant, quand la ménagère nettoie et polit les meubles, des rêves d'imprégnation soutiennent la douce patience de la main, dit Bachelard. Oui, alors là-dessus, elle est quand même aussi... là, vous citez cet extrait-là, mais en réalité, elle est très sévère avec l'aliénation des femmes Je au pense foyer. que là, elle est très ironique. Vous le voyez comme ça, d'accord. Oui. Parce que justement, ça fait partie Non, des je choses pense que c'est qu'aujourd'hui... purement ironique. Parce que ça fait partie des choses qu'aujourd'hui, on va chercher à retravailler le fait qu'il peut y avoir effectivement aussi un certain plaisir à certaines tâches, et y compris en fait les tâches du soin. En fait, toute la philosophie autour du care, elle vient aussi redonner, revaloriser, en fait, expliquer qu'il y a aussi quelque part, alors pas forcément le fait de repasser le linge, mais en tout cas tout le travail reproductif est aussi un travail qu'il faudrait peut-être valoriser ou mieux valoriser dans notre société. Et elle s'était plutôt attachée à expliquer à quel point ça avait été une aliénation. L'un n'empêche pas l'autre. On peut à la fois dire, et ça c'est plutôt mon point de vue, à la fois dire que oui, c'est une aliénation, et qu'en même temps, il peut, charge à nous aujourd'hui peut-être d'en faire un espace plus politique et de revalorisation sociale aussi. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas genré.
Alors non. Pour moi, en tout cas, ça ne devrait pas l'être. Mais raison pour laquelle, d'ailleurs, ça a été l'aliénation des femmes et raison pour laquelle ça a été aussi dévalorisé, puisque tout ce qui touche au féminin est dévalorisé. Geneviève Fraisse. Euh, j'ai envie de dire, pour reprendre ce que nous avons dit précédemment, que au fond, ça ne nous a pas intéressé, ce type d'analyse, en fait. C'est-à-dire que elle est prise dans quelque chose d'intéressant qui est le rapport du même et de l'autre. Vous savez que le deuxième sexe en allemand est traduit par das andere Geschlecht, c'est-à-dire l'autre sexe, et non pas le deuxième sexe. Donc il y a toute une discussion sur le titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à quelle place on met cette dualité qui est finalement très proche qui est plutôt dans l'emprise de la philosophie du 19e et du 20e sur la pensée du même et de l'autre, et de la question de l'altérité. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans toutes ces analyses, c'est comment elle essaye de manipuler l'altérité. Alors, elle manipule l'altérité, elle parle, là aussi il y a une forme de mythologie dans les faits et les mythes d'ailleurs, donc elle parle de mythe, elle dit, Geneviève Fraisse, le mythe de la femme joue un rôle considérable dans la littérature, mais quelle importance a-t-il dans la vie quotidienne? Et donc là, elle décrit la manière dont, justement, la femme est représentée au travers non seulement des données sociologiques qu'elle aborde, il y a une dimension historique, sociologique dans son travail, mais il y a une dimension aussi sur l'imaginaire. C'est bien pour ça qu'il y a mythe. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la description qu'on a pu avoir, et pourquoi pas dans des textes qui dénonçaient une situation. La question pour elle est de le ramener à un problème de fond. Oui, c'est d'ailleurs ça qui nous permet aussi aujourd'hui de nous appuyer sur elle quand on parle de système de domination, quand on parle elle montre à quel point ce sont des normes, des institutions, des mythes, des récits qui viennent construire une représentation qu'on a des femmes et de la domination des hommes sur elles. Oui, mais ce que je trouve quand même étonnant qu'on reprenne ça, c'est qu'elle écrit quand même le deuxième sexe avant de commencer ses mémoires. Tout ça n'est pas volontaire. Elle dit bien que c'est un peu par hasard qu'elle a finalement écrit ce texte, mais elle va faire un texte théorique avant de raconter un parcours de femme émancipée. Je trouve que c'est remarquable. Justement, on va écouter la voix de Simone de Beauvoir qui revient sur la phrase la plus célèbre du deuxième sexe. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Geneviève Fraisse, un commentaire sur ce que vient de dire Simone de Beauvoir. Vous m'en avez déjà fait un, mais le micro était fermé. Oui, c'est que, je me répète, mais c'est vrai que on ne sait pas, quand je repense aux années 70, où on s'est trouvé avec elle dans telle ou telle activité ou rencontre, etc., c'est qu'on ne la lisait pas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas ça qui nous a importé. Ce qui nous a importé, c'est le ton qu'on entend là, finalement. C'est son ton. Et par ailleurs, le contenu même n'était pas le sujet. Et sur la maternité notamment, toutes ces jeunes femmes qui accédaient à la contraception puis à l'avortement exactement à ce moment-là, elles n'étaient pas sur cette affaire de maternité. Vous savez, cette expression soulignée par ma mère dans son exemplaire qui est fécondité absurde. Oui, puisque votre mère a connu Beauvoir. Non, ma mère n'a pas connu Beauvoir. Moi, j'ai connu Beauvoir, mais pas ma mère. Mais votre... Non. Bon. Simone Fraisse, bref, spécialiste de Peggy, etc. Elle souligne fécondité absurde dans son exemplaire, ce que je vais découvrir quand je récupère son exemplaire de l'époque. Et fécondité absurde, ce qui est génial, ce qu'on disait encore tout à l'heure, c'est comment elle arrive à construire un style. Absurde, quand on est l'ami de Camus, c'est pas rien.
Donc c'est pourquoi faire des... Pourquoi? C'est vrai Et que au Cécile moment du Maillefert. baby-boom, hein, en plus. moi, ce qu'on entend dans cet extrait, c'est vraiment cette idée que rien n'est naturel. Tout peut donc être transformé. Beauvoir, c'est aussi une méthode qui est essentielle au militantisme parce qu'il nous permet de voir qu'il ne faut jamais accepter la soumission, que ça n'est jamais une fatalité et qu'on peut donc aller vers une société différente. Et ça donne de la capacité d'agir. Pour le militantisme féministe, en tout cas, c'est très important. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer l'actualité du féminisme et Simone de Beauvoir. Votre livre « La panique démographique, une réponse féministe » aux éditions Les Petits Matins, Anne-Cécile Maillefert, et puis Geneviève Fraisse, « L'égalité sans retour » aux éditions du CNRS et le privilège de Simone de Beauvoir qui empoche chez Folio. 8h sur France Culture. Nous retrouvons nos invités pour évoquer les 40 ans de la disparition de Simone de Beauvoir, sa parution en Pléiade. Je crois que ça doit faire ses œuvres complètes, Geneviève Fraisse, maintenant en Pléiade. Surtout, ce dont il faut s'étonner, c'est que l'éditeur Gallimard ait attendu tellement de temps pour passer Simone de Beauvoir, donc d'abord en 2018 et puis maintenant en Pléiade, alors que Sartre y est depuis longtemps. Donc le décalage entre les deux doit être souligné, pas pour dire du mal de l'éditeur, mais juste parce que ça veut dire quelque chose. Moi, si je peux dire du mal de Sartre, lorsqu'on lit Simone de Beauvoir, on voit à quel point Sartre jargonnait et à quel point elle est claire, limpide, délicieuse à lire. Oui, vous pouvez le dire comme ça si vous voulez. Moi, j'ai pas envie Vous de le dire diriez du mal ou comment? du bien. Mais non, j'ai juste... Non, vous êtes plus gentil que moi, mais Non, c'est que je regarde les choses un petit peu de son point de vue à elle, c'est-à-dire comment elle s'inscrit dans l'histoire de la pensée, de la littérature. Elle a une conscience de ça. C'est pour ça que je citais son exergue à Poulain-de-la-Barre, etc. Et son introduction, c'est comme un discours de la méthode, son introduction au deuxième sexe. Donc là, c'est là où elle est remplie de références. Moi, quand les carnets de jeunesse sont sortis il y a quelques années grâce à sa fille, j'ai été stupéfaite parce qu'elle raconte ses années d'université. Et moi, je me dis, mais moi, je lisais pas autant de choses. Et j'ai fait des études analogues, si je puis dire. Mais elle a une capacité d'absorption pour savoir où elle se met. C'est pour ça qu'elle parle de son privilège. C'est pour ça qu'elle dit c'est un cogito. Et même à la fin, permettez-moi de l'ajouter, à la fin du deuxième sexe, elle analyse une position que moi j'aime beaucoup, c'est correspondante de guerre. Elle se voit en correspondante de guerre. Et elle a une très jolie phrase que j'aurais peut-être le temps de vous lire, mais c'est la parole. Anne-Cécile Maillefert, je voulais vous entendre sur la politique de Beauvoir, puisqu'on a entendu le billet politique de Jean Lémarie sur Orban. Bon, peut-être aussi sur la défaite de mouvements qui ne sont pas particulièrement connus pour leur féminisme. Oui, alors c'est sûr que Simone de Beauvoir et tout ce qu'elle a écrit aussi sur la manière dont le destin biologique des femmes serait la maternité. C'est vrai que moi, quand je pense à Orban, je pense évidemment aux politiques pro-natalistes et aux politiques anti-droits des femmes et anti-féministes de Viktor Orban, qui était vraiment aussi chef de proue de ces courants-là en Europe jusqu'à présent. Alors, je ne suis pas sûre que son successeur soit bien plus sympathique par rapport aux féministes. Malheureusement, je serais peut-être un peu moins optimiste que ce que je viens d'entendre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle aurait eu probablement une parole extrêmement forte, comme elle le faisait. D'ailleurs, elle descendait constamment dans l'arène politique. Elle avait des positions, elle avait vraiment pas peur, quoi. Elle avait des positions qui, d'ailleurs, aujourd'hui, sont parfois quand même très, très controversées, restent très controversées. Mais en tout cas, c'est sûr que par rapport au sujet de la maternité, de la natalité, par exemple, qui sont vraiment un des sujets phares aujourd'hui des ultra-conservateurs, elle aurait eu une parole très forte. Ouais. Justement, on va l'entendre sur le fait de devenir mère. Vous avez parlé de sa fille, c'était sa fille adoptive. On va entendre la voix de Beauvoir. Si j'avais voulu écrire un livre sur la maternité vue de l'intérieur et sentie de l'intérieur, bien entendu, on aurait pu me faire ce reproche. D'ailleurs, ça serait un propos absurde et je ne l'ai pas tenté. Mais quand j'écris le deuxième sexe, je fais un travail de sociologue, d'anthropologue, et je parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne.
Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges. Et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens, que je sois mère, que je ne le sois pas. Ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. Pour le reste, alors, parler de mutilation, je trouve ça également complètement absurde, parce que ça serait supposer qu'il y a un être de la femme naturel donné en soi, alors qu'en réalité, il y a 50, 10 000 manières de vivre sa condition de femme, comme il y en a de vivre la condition d'homme, et qu'aucune n'est mutilante. Il n'y a de mutilation que si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation. Anne-Cécile Maillefer. Par rapport à cet extrait. Oui, Par rapport à cet extrait, Beauvoir, puisque... elle nous a permis de sortir de la maternité vraiment comme horizon, comme destin, comme destinée naturelle, biologique pour les femmes. Elle assume tout à fait quand elle dit il n'y a pas de mutilation. Elle parle, il n'y a pas de mutilation au fait de ne pas avoir d'enfant. On ne l'a pas coupée de quelque chose puisqu'elle ne le souhaitait pas. Elle l'a affirmé. Et d'ailleurs, c'était effectivement à l'époque, alors ça le reste aujourd'hui, hein, le fait de ne pas avoir d'enfant reste quelque chose qui questionne lorsqu'on est une femme. Alors moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai 2 enfants, mais en tout cas, ça reste quelque chose qui questionne beaucoup. Et elle a raison de dire que c'est pas parce qu'on n'est pas mère qu'on ne peut pas parler évidemment de la maternité, puisque les femmes sont sans cesse renvoyées à la maternité, qu'elles soient mères ou pas. En tout cas, moi, mon propos aussi aujourd'hui, c'est de dire, peut-être pour prolonger aussi Beauvoir sur ce sujet, on peut aussi faire de la maternité un espace politique. Ça n'est pas que un espace d'aliénation, ça peut être un point de départ aussi d'un engagement public et politique. À nous d'en faire aussi un espace de liberté, un espace de justice, en approfondissant aussi son propos, en incorporant aussi des sujets évidemment beaucoup plus intersectionnels. On n'a pas toute la même expérience de la maternité ou de la non-maternité en fonction de là où on habite, de nos origines ethniques, de la manière dont on est victime ou pas d'un certain nombre de discriminations. Et voilà, donc le propos sur la maternité, pour moi, il est fondamental. Le propos beauvoirien sur la maternité, il est fondamental parce que le point de départ, c'est la liberté de être ou de ne pas être mère. Mais ensuite, bien sûr, à nous de continuer à enrichir ce qu'elle propose. Geneviève Fraisse. Oui, non, j'avais envie de penser en termes de moments sociaux. Simone de Beauvoir, elle n'a pas d'enfant. Hannah Arendt n'a pas d'enfant. Simone Veil n'a pas d'enfant. Vieira da Silva n'a pas... Les artistes aussi, elles en discutent ici même dans un entretien avec André Parrino au début des années 50. Germaine Richier n'a pas d'enfant, l'artiste. Vieira da Silva n'a pas d'enfant. Dora Maar n'a pas d'enfant. Donc c'est une époque où à la fois on va demander aux femmes de faire beaucoup d'enfants après la guerre. C'est ce fameux baby-boom dont je suis une représentante malgré moi. Et puis, il y a le fait que toutes ces femmes qui ont choisi l'émancipation à ce moment-là ne font pas d'enfants. Mais elles n'en font pas un discours, nécessairement. Simone de Beauvoir en fait un discours, mais elles n'en font pas un discours. Il y a et quand on connaît aussi l'époque où on est passé d'une possibilité de contraception légale à une possibilité d'avorter légale, ça a changé aussi le rapport à la maternité des femmes. Donc j'avais envie un peu de donner des contextes aussi. Alors, je pense que d'ailleurs peut-être que... Anne-Cécile Maillefer. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que pour pouvoir élaborer une pensée, il faut du temps. Et pour avoir ce temps, il faut peut-être pas avoir d'enfant, ou en tout cas pas avoir d'enfant en plus dans des conditions dans lesquelles le conjoint ne s'occupait absolument pas, ne prenait absolument pas sa part des tâches. Et le fait d'avoir du temps, ça c'est fondamental pour pouvoir penser. C'est Hannah Arendt qui le dit, et Hannah Arendt parle aussi d'ailleurs de natalité. Oui, mais ma génération, elle a décidé de faire les deux. Beaucoup. Oui, mais après, on va parler aussi beaucoup des sujets femmes, féminins, natalité, etc. C'est aussi quelque chose qui peut, à mon avis, pour certaines philosophes, au vu de la manière dont on considère d'ailleurs toujours les femmes qui pensent, c'est aussi les renvoyer à des sujets féminins qui ne sont pas des sujets très valorisés ou valorisants. Mais c'est bien pour ça que j'attache autant d'importance à la façon dont elle s'est placée par rapport à l'histoire de la pensée. Et c'est ça qui m'a intéressée chez elle. Parce qu'il y a des choses qu'on pourrait critiquer, effectivement, on entendait tout à l'heure. Quand j'ai été en 2008 pour célébrer le centenaire de sa naissance, je me souviens, dans un pays balte, on m'a donné un livre m'expliquant comment Sartre et Beauvoir s'étaient très mal comportés avec la question du soviétisme. Donc, ils sont mal comportés sur beaucoup de choses. Il y a des zones d'ombre. Oui, là, je pense à ça parce que à la fois, il faisait la célébration du centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir, et maintenant il tenait à ce que les étrangères qui venaient à cette rencontre soient au courant de la critique qu'il faisait. Donc ça c'est intéressant. Mais elle, vraiment, moi, la seule chose qui m'a importé, c'est comment elle allait penser.
et comment elle choisit de penser. D- d- Donc la question de la maternité, finalement, Oui, elle choisit, elle Je la choisit de penser aussi la sexualité, des choses au sujet de la sexualité Par qui exemple. défraient la chronique également. Dites-moi, Geneviève Fraisse, il y avait aussi déjà des querelles dans le féminisme à l'époque, ou entre les querelles ou des- philosophes ou femmes. moi je dirais, Non, je dirais je pas voulais querelle parler de parce l'article que de votre mère, de Simone Les Fraisse, 3 Simone. sur la rencontre entre Simone Veil et Simone de Beauvoir. que moi j'ai repris en mettant les 3 Simone ensemble. Oui. Et justement, cet article, il part d'une controverse. C'est-à-dire que Simone Veil leur répond dans la cour de la Sorbonne à Simone de Beauvoir, on voit que vous n'avez pas eu faim. Et en fait, on n'a pas la réponse de Beauvoir. En fait, quand ma mère écrit son texte pour les cahiers Simone Veil, dont elle est aussi une des préfacières pour les éditions complètes, elle n'a pas la réponse de Simone de Beauvoir qu'on va trouver dans les carnets de jeunesse. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des carnets de jeunesse qui m'ont vraiment... que la fille adoptive donc, de Simone de Beauvoir a publié il y a quelques années, et là, elle donne la réponse en disant, ben voilà, tout le monde a une âme, enfin bon, elles sont pas sur le même registre. Mais le fait qu'elles se soient rencontrées, deux jeunes intellectuels à la fin des années 20, entre les deux guerres, c'est quand même tout à fait remarquable. Parce que après, Simone de Beauvoir mettra en scène dans Le sang des autres Simone Veil par rapport à la guerre d'Espagne. Donc, moi, j'aime ça parce que ça montre un échange, même par texte interposé, qui, par rapport à l'histoire des femmes, est extrêmement intéressant. Et Anne-Cécile Maillefer, vous parliez des zones d'ombre ou alors de zones moins glorieuses. Il y a évidemment le comportement du couple pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une attitude qu'on va qualifier pudiquement de passive. Peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il y a, depuis les années 2010 en particulier, on parle aussi dans les milieux féministes et on revoit la vie de Beauvoir à travers des manquements, très clairement, des manquements idéologiques, on va dire, dans son propos. Il y a toute la question de la manière dont elle n'intègre pas les réalités des femmes du Sud global, la réalité des femmes noires, évidemment, la manière dont elle parle très très mal des sexualités LGBT, la manière dont elle va aussi éviter un certain nombre de sujets, mais aussi, effectivement, les zones d'ombre, entre guillemets, qui sont même beaucoup plus graves que des simples zones d'ombre, hein, des situations de violence qui viennent se loger toujours dans les asymétries de pouvoir et qu'elle ne va pas analyser de cette manière-là. Ou alors, je ne sais pas si elle en était consciente ou pas, mais des comportements qui s'apparenteraient vraiment à des comportements aussi de prédateurs, elle, avec Sartre par rapport à de jeunes étudiantes. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ces sujets, c'est de se rappeler que personne n'est parfait, qu'il faut lire Simone de Beauvoir, mais sans idolâtrie ni dédain. Il faut savoir reconnaître ce qu'elle a apporté sans pour autant tomber dans une mythification de l'individu. Et puis aussi en apprendre quelque chose, c'est-à-dire en fait, c'est pour tout le monde. Comprendre les privilèges dont on bénéficie et s'abstenir de les utiliser, c'est pour tout le monde. Je crois c'est vraiment, à mon avis, une recherche constante tout au long de sa vie. Et vraiment, les rapports de pouvoir dans la sexualité, ça reste quelque chose que dans le féminisme, on continue de venir travailler. D'ailleurs, MeToo est venu nous rappeler aussi à quel point les rapports de pouvoir, les asymétries de pouvoir sont vecteurs de violences sexuelles. Et on continue encore aujourd'hui, et il est probable qu'aujourd'hui, ce que certaines féministes disent ou certaines idées que défendent certaines féministes, demain, dans 20 ans, elles le regrettent, elles en aient honte. Parce que ce sont voilà, les rapports de pouvoir, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui est en déconstruction constante et qu'on n'a pas fini. Et heureusement, l'histoire de la pensée féministe n'est pas finie et on a encore plein de choses à apprendre et à déconstruire. Oui, je parlais des zones d'ombre pendant la guerre, puisque Simone de Beauvoir a travaillé La radio. à Radio Vichy, Radio Vichy, qui n'était pas Radio Paris, mais qui était Radio Vichy. Passivité pendant la guerre, puisque Sartre a laissé jouer ses pièces et n'a pas eu la guerre de Camus, par exemple. Il a eu du mal, mis du temps. Je suis pas là pour faire des jugements historiques de choses que je ne connais pas directement par ma recherche, c'est-à-dire qui sont de seconde ou troisième main. Donc la question est plutôt
euh, moi, est-ce que je peux lire le petit passage sur la correspondante de guerre? Bien sûr. Parce que c'est un soldat en train de se battre ne peut pas écrire sur cette bataille. Mais si on est complètement étranger à une situation, on ne peut pas non plus écrire dessus. La position privilégiée, vous entendez le mot privilège, est celle de la personne qui est légèrement en marge, par exemple celle d'un correspondant de guerre qui partage un peu les risques d'un combattant, mais pas complètement, qui est dans le coup sans y être tout à fait. C'est lui qui est le mieux placé pour décrire une bataille. Je la vois assez bien dans cette position-là, avec tous les défauts que ça peut évidemment contenir. Donc j'ai plutôt envie de trouver chez elle la conscience qu'elle a de la position qu'elle choisit. C'est-à-dire elle est à la fois dedans et dehors. Et après, je n'ai pas les moyens intellectuels de creuser même le sujet de leur rapport à l'URSS, qui est... Comment vous n'avez pas les moyens intellectuels? Bon, vous Non, l'avez les tout à moyens... fait. Les moyens intellectuels peut-être, mais les moyens de temps de travail. Ils ont été J'ai staliniens. pas passé de temps de travail là-dessus. Donc, en général, je ne parle que de tout ce que je connais. Comme disait Michel Foucault, c'est ça l'intellectuel spécifique. Il ne peut parler que de ce qu'il sait. Moi, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Donc, ce que je ramène ça à la position qu'elle a tenté de choisir dans une histoire de la pensée du féminisme très, très longue. Et en même temps, avec le souvenir que j'ai de comment elle s'est située par rapport à ce MLF, qui a été quand même un moment d'extraordinaire joie. Quand j'ai fait un article sur elle, s'appelle Le rire et l'historienne, qu'on m'avait demandé pour en 2008, encore là, pour le centenaire encore. Et donc, elle a eu une position qui était une position de présence, donc où elle est ni impliquée. C'est pour ça que je cite ce passage sur la correspondante de guerre, parce que ça ne veut pas dire que c'est bien, encore qu'on sait que les correspondants de guerre, aujourd'hui, ils meurent dans certaines régions du monde, et c'est donc une actualité extrêmement importante. Les chiffres sont terribles. Donc, c'est cette position-là, je pense qu'elle a tenue pour elle-même. Et donc, ça fait que, après, moi, je ne peux pas rentrer dans le détail de ce que j'ignore. Je vous trouve très modeste là-dessus. Anne-Cécile Maillefer, sur les choses... Non, mais oui, il y a beaucoup de positions qui sont aujourd'hui pas défendables. Bah oui. Même voilà, la tribune qu'elle a signée pour la dépénalisation de la pédocriminalité, je pense que celle-ci, c'est pareil. Je veux dire, mais à nouveau, on cherche peut-être parfois des figures qui auraient raison sur toute la ligne, qui se tromperaient jamais, qui seraient une référence absolue. En fait, ces figures ne sont pas humaines, elles n'existent pas. Donc il faut garder bien sûr un sens critique, il faut aussi le garder pour en apprendre des choses pour nous, pour la suite, et savoir aussi considérer et valoriser aussi ce qu'il y a dans son œuvre, qui est une œuvre marquante, qui est une œuvre inévitable. C'est une boîte à outils extrêmement puissante pour qu'ensuite chacune puisse construire grâce aussi à ces outils-là. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, il y avait d'autres féministes avant elle, et c'est pour ça que c'est important de les connaître toutes, et aucune d'entre elles n'est parfaite. Vous vouliez réagir? Heureusement, on n'a pas envie d'être parfait. Non, je sais pas, moi. C'est ce qu'on demande beaucoup aux femmes, quand même, d'être parfaites. Voilà, c'est bien pour ça que je me permets. C'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus. On ne pardonne pas la moindre erreur. Mais moi, en vous écoutant, je pensais aussi à la façon dont elle s'est comportée, justement, pendant cette décennie 70, au moment où nous, on l'a croisée, connue. Dire, elle ouvre les temps modernes à cette chronique magnifique qui s'appelle « Le sexisme ordinaire ». L'homosexisme existe à peine à l'époque. C'est un néologisme. Et il y a une chronique où certaines amies, dont nous fêtons d'ailleurs la disparition, si je puis dire, honorons Cathy Bernheim, qui est une des fondatrices du MLF et bien d'autres choses. Et donc, elle est sur cette position où elle dit pas « lisez-moi », elle dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Donc, c'est là aussi où je cherche toujours la position dans laquelle elle s'est mise. Un mot sur une autre actualité, Anne-Cécile Maillefer. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir établit un parallèle vraiment structurel entre la condition des femmes et celle des juifs, parce que pour elle, les juifs sont aussi, sont constitués comme autres par le regard dominant. Aujourd'hui, dans le mouvement féministe, il y a une question d'antisémitisme, si l'on veut nommer les choses, parce que certaines femmes, parce que juives, sont mises hors du mouvement, dans des manifestations, par exemple documenté par ce qu'écrit Diane Richard. Un commentaire à ce sujet, Anne-Cécile Maillefer.
Alors, l'antisémitisme en France a toujours existé et continue d'exister. De là à dire qu'il y aurait un antisémitisme spécifique dans le mouvement féministe, moi, j'irai pas jusque-là. Une cécité, disons, sur certains crimes qui sont dénoncés lorsque les uns les commettent et lorsque les autres Ouais. ne les commettent, ils sont tus. Je pense par exemple à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et qui n'a peut-être pas été dénoncé par toutes de manière Alors, ça n'a sûrement suffisamment. pas été dénoncé suffisamment et de manière suffisamment claire. Moi, ça m'a toujours paru très simple à dire. Pour moi, le féminisme est évidemment contre toutes sortes de violences contre toutes les femmes et tout particulièrement évidemment les violences sexuelles et bien sûr les viols de guerre. Là, dans ce sens-là, il n'y a pas à tergiverser. Peu importe la religion, peu importe l'ethnie des personnes qui sont victimes ou des personnes qui commettent ces crimes. Donc, voilà, pour moi, et je me considère quand même aussi comme une féministe et comme une représentante aussi, en particulier de la Fondation des femmes. Ça, ce sont des propos qu'on a toujours tenus. Après qu'il y ait des personnes qui ont un militantisme très affirmé sur certains sujets et qui, du coup, ont du mal à être dans cette nuance-là, moi, je le regrette, évidemment. Mais je n'aime pas trop l'idée qu'on jette l'opprobre sur l'intégralité d'un mouvement comme on l'a fait, qu'on manque de nuances, qu'on manque de reconnaissance. Moi, à nouveau, c'est des propos que j'ai toujours tenus et qui pourtant sont très rarement relevés. C'est pour ça que Quand on est je voulais féministe, vous entendre là-dessus. en fait, on en prend souvent une pour jeter l'opprobre sur toutes. Enfin, et pas que quand on est féministe, d'ailleurs, quand on est des femmes tout court, les erreurs de quelques-unes rejaillissent sur toutes. Et je pense que du coup, il faut faire preuve aussi de nuances dans ces propos-là. Le féminisme et les femmes juives, quand même, l'histoire du féminisme et des femmes juives en France est tellement longue et tellement nourrie par toutes ces femmes que je... Geneviève Fraisse. C'est simplement que le féminisme est traversé par le politique. Mhm. Et ça peut s'éclaircir, par exemple, quand le groupe Némésis... L'antisémitisme ne relève pas du politique, il relève du crime. Là, à l'heure actuelle, puisqu'on veut associer antisionisme et antiféminisme, pour certains, certaines, C'est pas ce que j'ai fait. non. Ah non, mais j'ai pas dit que c'est ce que vous faisiez, j'ai dit que c'est ce qui se fait, et ça veut dire que ça devient politique. C'était pour répondre au fait que c'est politique. Non, je distingue bien, évidemment, Oui, la mais que ça sympathie, soit- l'empathie pour la cause palestinienne et... Mais qui est du l'antisémitisme. Deux politique choses dans le distinctes. féminisme, avec des distinctions politiques, mais grâce au ciel, heureusement, arrêtons de faire du féminisme un bloc qui serait extérieur. Et c'est pour ça que je parlais de Némésis, parce que tout le monde a discuté de fascisme, antifascisme, etc. Elles sont à l'extérieur, comme si elles étaient le déclencheur du truc. Non, elles sont dans l'histoire. Et d'ailleurs, on a vu au dernier 8 mars que, enfin, c'est plus une petite querelle entre féministes, mais c'est qu'elles ne peuvent pas être dans la manifestation parce qu'elles représentent une extrême droite, etc. Donc c'est plutôt, je crois qu'il faut politiser. Même si c'était pas votre idée au départ, c'est ce que je me permets de répondre. Merci beaucoup, Geneviève Fraisse. L'égalité sans retour, c'est aux éditions du CNRS et le privilège de Simone de Beauvoir, c'est en poche. Anne-Cécile Maillefer, La panique démographique, une réponse féministe, c'est aux éditions des Petits Matins. Dans quelques instants, mes camarades Como Saltiel et le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.